c'est l'un des hommes les plus recherchés de France. Il y a 10 jours encore, il était totalement inconnu des services de police. Il s'appelle Tony Musulin et ce convoyeur de fonds a disparu avec son fourgon et les 11 600 000 € qu'il contenait. Le tout sans violence ni coup de feu. Tout commence le jeudi 5 novembre. Un fourgon blindé comme celui-ci entame sa tournée habituelle dans les rues de Lyon. À bord, 3 convoyeurs. Au programme, 2 collectes de fonds à faire, dont une très importante. Pour eux, c'est la routine, mais quelques heures plus tard, tout va basculer. Joël Chapuis, convoyeur de fonds, connaît cette tournée par cœur. Donc là, ils sont arrivés dans cette rue vers les 8h30 à peu près, 8h30, 9h moins quart, en direction donc, de la Banque de France, qui est le gros blocos qu'on peut voir à l'angle de la rue. La Banque de France, c'est là que les 3 convoyeurs doivent ramasser les 11 600 000 €. À bord du camion blindé, Tony Musulin, le chauffeur, et ses 2 collègues. Cela fait 10 ans que Tony Musulin travaille dans cette société. Philippe Ferrero, son collègue ce jeudi-là, le considère comme un employé exemplaire. C'était quelqu'un de carré, c'était quelqu'un qui était toujours à l'heure, c'était quelqu'un qui ne manquait jamais, donc pour moi c'était un salarié modèle. Après, ses humeurs, son tempérament, chacun a son tempérament. On avait une confiance aveugle et c'est tout. Depuis quelque temps, cependant, il a bien remarqué un changement de comportement chez son collègue. Mais ce jour-là, il met ça sur le compte d'une gastro-entérite, car Tony se prétend malade. Je l'ai vu se dégrader ces dernières semaines. Là. Il était plus grognon, il était plus susceptible. Mais par contre, la dernière semaine, il ne disait rien. Il était renfermé. Bon, il était malade aussi, donc, mais il était au boulot, quoi. Mais après, je vous dis, je ne l'ai pas senti ces dernières semaines, je ne l'ai pas trop senti. Vous l'avez senti préoccupé? Oui, il était ailleurs. Et puis il était ailleurs. Il n'était pas bien, quoi. Voilà. Il est 8h45 quand le fourgon se présente devant le bunker ultra sécurisé de la Banque de France. Le véhicule est rentré par ces grilles pour pouvoir charger les 11 millions. 11 600 000 €, ça pèse près d'une demi-tonne. Les convoyeurs vont mettre 3 quarts d'heure pour charger les 47 sacs de billets dans le fourgon. Puis ils reprennent la route pour effectuer un deuxième chargement dans un autre entrepôt. Pour Joël Chapuis, c'est une grave erreur de sécurité qui vient d'être commise. Vous faites la Banque de France et vous êtes au maximum de l'argent que vous pouvez transporter. L'obligation pour les convoyeurs, c'est de rentrer directement à leur centre fort avec cet argent. Ce qu'ils, là, n'ont pas fait. Alors, qui aurait pris cette décision d'aller au second dépôt? Est-ce leur employeur ou est-ce Tony Musulin qui aurait persuadé ses collègues d'effectuer un dernier chargement afin de gagner du temps sur leur tournée? Dans les 2 cas, il sait très bien qu'une fois là-bas, il sera seul dans le fourgon. Là, ils se sont arrêtés effectivement ici, dans ces entrepôts, ici, rue du Vivier, et c'est là où il a laissé donc, ses camarades rentrer dans des locaux. Et quand les 2 convoyeurs ressortent, quelques minutes plus tard, c'est la surprise. Avec mon collègue, on est sorti, il n'y avait plus de camion. Donc on savait que Tony était contrarié, il avait une gastro. Donc tout de suite, on a pensé à... Bon, il a dû peut-être retourner au centre, aller, je sais pas, se changer ou aller au WC, quoi, tout de suite. Mais bon, c'est vrai que c'est la première fois que ça nous arrivait, c'est un truc de fou, quoi, je veux dire. Donc nous, on a fait le nécessaire, on a rappelé plusieurs fois Tony, on a rappelé le camion. Moi, je suis intervenu avec mon tati-walkie et en voyant que ça ne répondait pas, on a averti notre hiérarchie. Aussitôt, c'est le branle-bas de combat au PC de l'entreprise. On essaie de joindre Tony Musulin, mais tous ses moyens de communication sont coupés. Son téléphone, son talkie-walkie et surtout sa balise GPS qui permet de localiser le fourgon blindé. À ce moment-là, tout le monde pense qu'il a été pris en otage par des braqueurs. À commencer par Philippe, son collègue. D'un moment, on avait peur pour sa vie, quoi. On a dit c'est pas normal, on ne le trouvait pas, donc on a dit est-ce qu'il a été obligé de le faire, est-ce qu'il a eu des pressions. Après, il y a plein de choses qui tournent dans nos têtes.
Et au fil du temps, on découvre les faits. Mais au début, on pensait à lui, c'est normal. 2 heures plus tard, à 12h30, la police retrouve le fourgon à quelques centaines de mètres de son lieu de disparition. Le moteur tourne encore. Pendant ce temps-là, une équipe de policiers perquisitionne le domicile de Tony Musulin à Villeurbanne. Et quand les collègues du capitaine Jean-Paul Borelli pénètrent à l'intérieur de l'appartement, ils comprennent tout de suite. Les policiers arrivent donc au cadre de la rue Louis Braille. Ils arrivent d'un appartement vidé de ses meubles, où le ménage a été fait. Il n'y a plus de draps, il n'y a plus... On constate que c'est un appartement vide et donc que M. Musulin a programmé un départ donc, qui nous permet de constater qu'effectivement il n'est plus considéré comme otage, mais qu'il est certainement, vraisemblablement, l'auteur du vol qu'il vient de commettre. Les policiers lancent aussitôt un avis de recherche. Et surtout, ils épluchent ses relevés téléphoniques. Et ça va leur donner une première piste. Une agence de location de voitures où Tony Musulin a loué une camionnette blanche, comme celle-ci. Retrouver cette camionnette devient l'objectif prioritaire des enquêteurs. Pour cela, ils quadrillent le quartier où ils ont retrouvé le fourgon blindé et interrogent des centaines de riverains. Grâce à cette enquête, les policiers découvrent qu'il loue un box à son nom dans ce parking. Il a loué pour une durée de 3 mois. Je crois qu'il avait loué jusqu'au 31 décembre. Donc vous voyez qu'il avait quand même vu relativement large. Et quand les policiers ouvrent le box, surprise, les enquêteurs tombent sur une énorme partie du magot. 9 millions d'euros bien tassés, encore emballés dans leur sac d'origine. Mais il manque encore 2,5 millions d'euros. Des coups de fil passés avec son propre téléphone, une voiture et un box loués à son vrai nom, et les 3/4 du magot laissé derrière lui. Comment un homme qui aurait préparé son coup depuis des mois a-t-il pu commettre de telles erreurs? Tony Musulin avait-il la carrure pour monter un tel coup? Dans son quartier à Villeurbanne, Tony a laissé l'image d'un homme discret. Ici, personne ne l'aurait cru capable d'un tel coup d'éclat. À commencer par Violette, la coiffeuse. Elle le connaît bien. Pendant 7 ans, elle l'a croisé presque chaque matin en allant boire un café dans le bar de l'ex-femme de Tony. Pas du tout avenant. Non, c'est quelqu'un qui ne communiquait pas. Non. Il nous disait tout juste bonjour, mais bon, très renfermé. C'est quelqu'un qui paraissait très renfermé. Alors quand vous avez appris ce qu'il avait fait, moi, je ne pensais pas ça de lui, parce qu'il ne donnait pas cette impression. Il ne faisait pas un homme comme ça, très courageux, très téméraire. Il ne donnait pas du tout cette impression. Mais bon, apparemment, il avait peut-être une double vie. en fait, il a trahi tout le monde, quoi. Il a berné tout le monde. Ah oui, tout le monde, hein. Tout le monde, hein. Effectivement, l'homme aurait bien caché son jeu. Alors que son salaire de convoyeur de fonds ne lui rapporte que 1 700 € net, Tony Musulin est propriétaire d'une Ferrari, valeur 116 000 €. Mais aussi de la moitié d'un immeuble, situé à 2 heures de Lyon, valeur 115 000 €. Enfin, il possédait de nombreux comptes bancaires qu'il a vidés avant de disparaître. Des richesses qu'il cachait à ses voisins. Ghislaine, sa couturière, n'avait jamais rien remarqué. Je croyais qu'il était vigile. C'est vrai qu'il était toujours en tenue pour aller faire du sport. Il faisait beaucoup de sport. Hein. Du sport et son travail. C'est tout ce qu'on le connaissait. Hein. Des voitures quelconques. Voilà. Hein. En revanche, devant ses amis convoyeurs, comme Philippe, Tony Musulin n'hésitait pas à frimer. Il aimait bien se montrer. Ça faisait partie de sa personnalité. Je vous le dis, il avait du charisme, donc ça faisait partie de sa personnalité. Il était comme ça. Voilà. Et comment il l'exprimait, ça, ce côté flambe? En parlant, en se vantant, voilà, c'est tout. Comme vous parliez de la Ferrari à l'instant, donc c'était ça, son côté flambeur, c'était ça. Il aimait peut-être dire, bah écoutez, je suis convoyeur, mais vous savez, je suis pas que convoyeur, j'ai autre chose, j'ai plein de choses à côté, voilà. Peut-être qu'il avait, je sais pas, un complexe d'être convoyeur, voilà, c'est tout. Tony Musulin est issu d'un milieu modeste. Ses parents sont originaires d'ex-Yougoslavie.
Son père vit dans la campagne savoyarde. Il n'a pas revu son fils depuis plus d'1 an. Les dernières nouvelles qu'il a eues de lui, il les a lues dans la presse. Je vais acheter mon journal tous les matins, puis je vois les photos de mon fils. Là, j'étais complètement balancé. Pourquoi? Je le connais comme mon petit garçon, c'est tout. Moi, je sais, il était adorable, il a jamais fait de mal, il était toujours gentil, les voisins toujours l'aimaient bien. Tout le monde l'aimait bien. Il n'avait jamais volé avant? Ah non, jamais. Vous savez, quand il avait déjà 20 ans, 21 ans par là, papa, tu peux me donner 5 francs ou quelque chose comme ça. Il n'a jamais volé, hein. Il n'a jamais cherché l'emporte-monnaie à son père pour prendre là-dedans des sous. Jamais. Il a fait, je ne sais pas comment il a pris sa tête, mais il a fait, si vous voulez, pas aucun crime. Pour moi, c'est essentiel qu'il n'a pas touché une personne. Maintenant, comment il va apporter sa vie? Est-ce qu'ils vont la prendre et puis qu'il va aller en prison? Mais il peut, pour moi, il y va en prison tranquillement. L'essentiel pour son père, c'est qu'il n'ait pas commis de crime. Depuis l'affaire, Tony Musulin, l'homme discret, est devenu un sujet de conversation dans tous les bistrots. J'ai dit chapeau quand même, parce que bon, il a fait peur le gars. Oui, de violence, il a fait une belle affaire quoi. Après, ça laisse rêveur, ouais, effectivement. Il n'y a pas d'effusion de sang. Si tous les vols dans la police, on les recevait comme ça... À travers les médias, quand je lis mon journal le matin, le truc il est beau, je dis bravo. Mais c'est sur le net que sa popularité explose. Quand on tape son nom, des dizaines de sites apparaissent. Certains pour rendre hommage à son acte supposé. D'autres pour tirer profit de sa célébrité soudaine. Des petits malins ont eu l'idée par exemple de vendre sur Internet des t-shirts et des tasses à son effigie. D'autres lui ont même composé une chanson au titre éloquent. La méthode museline. Cerveau du sang-froid, c'est la méthode museline. La méthode museline, sans armes, ni haine et sans victime. Sans victime, pas si sûr. Le vol du fourgon a bel et bien provoqué des dommages collatéraux. Pour avoir été ses coéquipiers ce jour-là, Philippe Ferrero et le 3e convoyeur ont été mis à pied et ils risquent aujourd'hui de perdre leur emploi. Ben non, au jour d'aujourd'hui, c'est pas un héros, c'est un voleur. Je veux dire, ce qu'il a fait, c'est l'extrême, quoi. Donc, non, la plus grande crainte, madame, c'est de perdre mon emploi. Je veux dire, si j'ai plus d'emploi, j'ai plus de salaire. Si j'ai plus de salaire, je fais quoi? Pour l'instant, les inspecteurs sont toujours sur la brèche. Où est passé Tony Musulin? Où sont passés les 2,5 millions d'euros qui manquent toujours? S'il s'avère que c'est bien lui qui les a volés, il risque 3 ans de prison et 345 000 € d'amende.